Bonjour à tous et bienvenue. Dans un mercato cacophonique où les nouvelles sont de plus en plus rapides et les vérifications de plus en plus légères, une question légitime se pose. Quelles sont là ou les sources nécessaires à l'élaboration d'articles, informations ou simples rumeurs? Alors dit comme ça, il y a un petit côté Aymeric Caron. Quelles sont vos sources là? Il y a un petit côté Twitter aussi où entre deux tweets où tu apprends donc que ta maman est en réalité une péripatéticienne du 18e, on te dit ouais mais quelle est la source hein? C'est quoi vos sources monsieur? Alors t'es là, t'as l'impression que c'est le tribunal. Alors bon, je fais cette vidéo parce qu'avec le dossier Neymar actuellement, il y a un côté schizophrénique, moi que je vais appeler tragico-comique de la profession, et également des attentes des gens. Parce que j'en parle souvent de cette fissure qui existe entre la profession journalistique et le lectorat, on va dire, que je peux comprendre parce qu'il y a des dérives en effet médiatiques, mais aussi il ne faut pas négliger la responsabilité du lectorat, évidemment. Et en fait, l'important c'est de savoir ce qu'est une source, qu'on entend par ce mot-là, qu'est-ce que ça représente et comment on bosse quelque part. Moi ça fait 9 ans que je fais ce boulot-là à peu près, donc conteur d'histoire ou auteur ou écrivain, vous mettez le qualificatif qu'il vous plaira. Donc j'ai une certaine expérience maintenant dans le domaine, même si je suis loin de tout savoir, et me tromper, je suis un être humain, donc je vais me planter des fois, ouais. Et d'ailleurs quand tu fais ce métier-là, et notamment a fortiori de l'investigation, tu n'as jamais la garantie à 100%, que tu n'as jamais été instrumentalisé sans que tu le saches, parce que pour ça, il faudrait à moins d'être une puissance supérieure, je ne le suis pas. Donc peut-être un jour ça m'est arrivé. Parce que c'est là en fait la difficulté de comprendre quand on parle des sources. Là, notamment dans le cas de Neymar, c'est assez marrant parce que tu lis tout et son contraire. Alors déjà, quand tu lis tout et son contraire, tu te dis bon, ça sent mauvais quand même. Et la plupart des mecs n'ont pas d'informations. Parce qu'il faut bosser pour ça. Il faut que les gens se fassent confiance, etc. Alors sur plein de dossiers, ok. Sur un dossier aussi sensible, les gens au courant, et tu les comptes par une petite poignée. Et ces mecs-là, ils vont peut-être en parler à leurs proches associés, mais tu vois, autant par exemple, tu connais le chauffeur qui a amené par exemple la délégation du Barça à l'hôtel. Donc peut-être que le chauffeur entend, etc. Oh, tu le connais. Ça peut arriver, c'est un type de source. Parce que premièrement, on va faire quelles sont les sources dans le milieu footballistique. Parce qu'on entend souvent, oui, c'est le joueur, c'est ci, c'est là, il y a une taupe dans le vestiaire, etc. Alors, c'est très rare déjà qu'un joueur appelle directement un journaliste. Ça peut exister, ou un entraîneur, ça peut exister, attention. Souvent, c'est de par l'agent. Ou ça peut être un intermédiaire, ça peut être l'ami d'un joueur. Alors ensuite, vous avez le premier cercle très proche du joueur, le deuxième cercle, le troisième cercle, le quatrième cercle, le cinquième cercle. Ce qui est par exemple l'exemple de Neymar, où tu as des gens qui te disent oui, moi je suis dans l'entourage de Neymar, je connais, mais dans quel cercle c'est le cas? Parce que l'information que le mec a reçue, il l'a reçue par le téléphone arabe. C'est un mec qui a appelé un mec qui a appelé un mec. Et donc forcément, les versions, vous vous doutez bien, elles ne sont pas forcément la même que au début. Et souvent, c'est pour ça qu'on a des trucs déformés et que c'est un peu compliqué. Surtout sur les dossiers assez sensibles. Maintenant, les gens qui parlent, il y en a plein. Regarde dans les clubs. Un club, par exemple, comme même Montpellier, tu vois, il y a plus de 200 employés dans tous les clubs. Tu prends même les cuisiniers, les mecs de la sécurité. Les mecs de la sécurité, s'il y a des teintes, si tu veux des ragots, les mecs de la sécu. Les intendants, les team managers, ceux qui gèrent tout le matos, les kinés. C'est les confidents des joueurs, souvent les kinés. Les prépas physiques. Parfois, tu as un prépa physique qui peut être aussi confident des joueurs. Les mecs qui ont des concierges de luxe autour des clubs pour les joueurs, les amis de ces mecs-là, le frère d'un tel. Il peut avoir des sources de partout. Même un truc con, mais des chauffeurs. Parce que, par exemple, si tu connais le chauffeur des présidents, etc., forcément, tu connais l'ami du chauffeur. Bref, une source, ça peut être de plein d'autres choses. Alors évidemment, une source, son anonymat doit être garanti. Pourquoi? Parce que souvent, c'est un mec en interne qui parle. Tu te doutes bien que si son nom il sort, c'est fini pour lui. Et encore, on n'est que dans le football là. Mais imagine, parce que quand on parle de source, on entend ce côté un peu délateur, type j'irai pas me planquer dans ta cave. Alors c'est vrai que pour certains, moi j'en connais dans le milieu du foot, j'irai pas me planquer dans leur cave, parce que je suis sûr que je serai déporté. Mais tu as aussi des gens qui ont un courage exceptionnel pour parler, notamment ceux qui sont apeurés. Je pense notamment à tous les mecs qui ont fait sortir les contrats d'armement entre la France et l'Arabie Saoudite pour ce qui se passe au Yémen. Mais ces gens-là, j'ai un énorme respect, parce qu'ils prennent de véritables risques en faisant ça. Nous on est dans le foot, donc il faut toujours relativiser, tu vois, même les investigations que je fais ou qu'on fait dans le foot, même s'il y a un côté dangereux parce que le football est aujourd'hui un nouvel instrument de pouvoir sur l'échiquier mondial. Un jour on en parlera, mais pour ça il faudrait que je trouve un éditeur. Bref, c'est encore un autre débat. Il ne faut pas se tromper, revenons au sujet, les sources. Donc voilà, ça peut être plein de sources. Maintenant, pourquoi une source te parle? Il faut toujours se poser la question là. Pourquoi elle va te parler à toi? Alors première chose, si tu es connu. Parce que ça, je vais parler de cas concrets. Il y en a beaucoup qui vont vouloir t'utiliser de par ta diffusion, le message que tu peux porter, l'influence que tu as, etc. Donc tu as des agents qui vont s'en servir. Je donne un exemple très simple. Un agent intermédiaire ou autre. Donc on va dire c'est les infos intéressées par certaines sources. Et alors là c'est exceptionnel. Tu lis c'était dans l'équipe que Titou Antoma, un jeune de Lyon, a préféré signer avec Franck Bellassène, un agent, plutôt qu'avec Pini Zahavi, super agent parmi les super agents. Sérieusement, Pini Zahavi c'est même pas qui est Titou Antoma. Donc l'information,
Faut toujours se poser la question, elle profite à qui? Mes excuses. Il n'y aura pas de montage en plus sur celle-là parce que la personne qui mène au montage est en train de faire un déménagement. Bref. Donc faut toujours se poser la question de à qui profite ça et pourquoi on le fait ça. Parce que souvent, les mecs sont instrumentalisés par des agents, on rend des petits services. Parce que les messages que vous voyez dans la presse, les rumeurs parfois, elles sont pas à destination du public, elles sont à destination des clubs et des acteurs du transfert afin de susciter justement les réactions. Et donc on se sert de la presse, des parties de poker et tout. Donc ça, c'est des sources qui des fois vont vous parler par intérêt. Maintenant, il y a une deuxième type de source, c'est il va vous parler parce qu'il est content. Ah, t'as vu, je suis en contact avec lui, parce que ça leur donne un sentiment d'importance. Je pense notamment à des petits employés dans les clubs ou des petits intermédiaires. Sauf grand risque, c'est la mythomanie de ces gens-là. C'est-à-dire, ah, je connais, etc. Le mec, il sort, je sais pas d'où il sort, mais il est tellement content parce qu'il se sent influent. Il dit, regarde, maintenant c'est repris dans la presse, c'est moi, ça vient de moi. Et donc, t'as ce grand danger de mythomanie. Donc, c'est pour ça que moi, maintenant, plus un mec me dit, je sais, je ci, je ça, donc dans ma tête, ça veut dire qu'il n'est pas du tout crédible. C'est comme les agents, il y en a plein des fois qui te contactent, etc. Et tu les écoutes, ils ont tout fait. Et tu as envie de lui dire, Pinizavi, qui est le plus grand des plus grands de ce milieu-là, ou Fali Ramadani, ou avant Juan Figuer, ou les Spiegel, c'est des mecs super humbles. T'as pas l'impression. T'as vraiment pas l'impression qu'ils ont fait ça. Parce que les mecs, ils ont rien besoin de prouver. Donc souvent, faut faire attention. Maintenant, plus t'es connu, plus t'es contacté par des gens, parce que justement, il y en a qui pensent que t'as une certaine audience, etc. Je le vois, à mon maigre niveau. Comme si moi j'allais changer quelque chose. Et je vais rien changer. Mais c'est là où on arrive au plus intéressant, c'est pourquoi la source va te parler. À 90% du cas, c'est pour niquer un autre et baiser un mec. Aussi simple que ça. L'être humain est ainsi fait. Par exemple, je ne suis pas content, je te donne un exemple. Olivier Létang a vu l'arrivée de Patrick Kluivert au Paris Saint-Germain. Bah, comme dirait Didier Roustan en gorge profonde, qu'est-ce qui s'est passé? Allô? Et tu vois que Kluivert s'est fait déchirer. Le mec, il avait à peine mis le pied déjà, bim! Alors je dis pas que Patrick Kluivert est le mec le plus compétent, mais au moins il était honnête, contrairement à certains à l'époque. Hein, comprenne qui pourra. Donc, là tu te dis, voilà, j'agis par interpersonnel parce que je veux niquer un autre gars. Et il y en a plein. Dans tous les clubs, tu vas entendre ce genre de personnes-là. Donc il faut faire toujours très attention. Maintenant, il y a un cas de conscience qui va se poser. C'est est-ce que ce que la personne dénonce au niveau moral, au niveau éthique, je suis prêt à dire, ok, ça peut peut-être le favoriser dans un avenir pour une cause plus juste et noble, ou pas? Faut se poser cette question-là. Moi, des fois, je me la pose. Je me rappelle, avec certains agents, je me dis, je sais que le mec est borderline, on va dire. Mais le truc pour lequel il combat me paraît beaucoup plus important puisqu'on parlait quasiment de trafic d'êtres humains. Donc même si derrière, il en retire un profit, je me dis, quel est le truc le plus important? Fermer ma gueule et que potentiellement il n'y ait aucun changement, ou justement essayer de faire changer ça. Tu vois, parce qu'il faut toujours être réaliste. Il y a toujours quelqu'un qui a un intérêt à parler. Je veux dire que 10% des sources n'ont pas d'intérêt parce qu'il y en a simplement, peut-être ils te respectent, etc. Et donc après, ils vont peut-être te demander, ouais, t'as pas une info aussi là-dessus. Et donc après, ça peut devenir des amis, etc. Tout en sachant qu'il faut beaucoup de confiance et ça prend du temps pour avoir une source. Maintenant, quand on dit, faut regrouper les sources. Ah, je suis d'accord. Mais il y a deux types d'actualités à séparer. Il y a l'actualité chaude et l'actualité froide. Pour l'actualité froide, type tout ce qui est enquête, je détaillerai en fin de vidéo. En effet, il faut recouper, surtout pour les trucs importants. Maintenant, pour l'actualité chaude, d'expérience, je vais te dire, les mecs ne regroupent pas. Hein. Parce qu'admettons, si tu as l'agent du joueur qui te dit, voilà, c'est ça, le directeur sportif. Est-ce que tu vas le regrouper? Il y en a la plupart qui vont pas le regrouper. Parce que déjà, est-ce qu'ils peuvent le faire? Si tu as 3 personnes qui sont au courant, comment tu vas faire? Tu connais pas la terre entière. Et ça fait très suspect de dire, voilà. Donc, tu vas prendre des risques. Après, autrement, tu fais comme certains médias français. Il y en a notamment un que je parle de temps en temps. Je suis pas très... Voilà. Alors, je sais pas, il y a un truc qui sort dans la presse étrangère, une heure après, selon nos infos, mais c'est exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel. C'est la plupart des mecs comme ils bossent en France. Parce qu'ils parlent de tous les dossiers. Comme je vous le dis, c'est pas possible. Déjà, la plupart des journalistes français, ils ont des problèmes linguistiques. Déjà, leur anglais... do you speak English, man? I speak English. Non, mais déjà, il y a un problème. Moi, je parle anglais et espagnol. Donc forcément, en Italie et en Allemagne, je vais pas être très bon, tu vois. Il y a des mecs qui m'ont parlé un peu anglais, etc. Mais quand tu parles la langue, ça t'aide énormément. Donc pour un sujet sud-américain, je vais avoir quelques facilités également de parler contact. Ça, c'est des trucs aussi cons que ça. Et tu peux pas être bon surtout. En France, tu peux pas connaître la situation des 20 clubs. Mais comme je le dis avant, il faut faire un travail en amont pour voir comment le milieu marche. Et ensuite, tu fais les relations parce que, voilà, tac, tac, tac. Tu as une vision globale de ton sujet qui n'est pas uniquement sportive, mais qui est également économique, qui est également sur les tendances, sur les rachats, sur comment on fait. Voilà, pour tes tips sur les comptes du Barça. Si les gens avaient étudié les comptes du Barça, ça leur éviterait de dire des conneries. Mais pour ça, il faut faire quoi? Ben, faut se plonger, faut travailler, faut tourner les documents, faut parler espagnol parce que quand tu lis machin, à un moment donné, j'ai dû appeler un mec parce que c'était qu'en catalan, j'ai dit tu peux me traduire, etc. Pour essayer de bien comprendre. Tu vas solliciter les journalistes, tu vas solliciter les mecs. Faut travailler en amont. C'est aussi simple que ça. Et tu vois, si les gens avaient fait ce boulot-là vis-à-vis de Neymar, il y aurait 50 000 fois moins de conneries. Parce que l'article de dimanche soir d'RMC,
exceptionnel. Conditionnel, évidemment, t'es obligé. Alors, selon nos infos, il serait nanana. Alors, il n'y a pas d'offre, mais ils te disent il va arriver, de machin. Donc, c'est Madame Irma, les mecs qui te font des prévisions sur le futur, machin. Voilà, il y a un côté assez comique. C'est comme ceux qui ont annoncé Neymar en prêt à Flamengo. Tu te dis, là, c'est de l'art. Là, c'est de l'art. Mais comme diraient la plupart des journalistes que je connais, non, on regroupe tout. Hein. Ah non, mais il faut au moins 2 ou 3 mecs. C'est ces propres personnes qui sont corrompues jusqu'à la moelle et qui n'ont aucune éthique qui après vont te donner des leçons de morale. Bon, c'est magnifique. Comme dirait Eduardo Galeano, feu Eduardo Galeano, c'est le monde à l'envers. Il nous pisse dessus et les journaux disent qu'il pleut. Enfin bref, c'est encore autre chose. Donc maintenant, moi, je vais parler de mon cas personnel. J'ai 4-5 personnes vraiment de confiance dans le milieu. C'est-à-dire, s'ils me disent un truc, c'est ok. J'en ai que 4 ou 5 sur les 1000 et quelques contacts que j'ai. Total sur mon téléphone. Je parle pas à 1000 personnes par jour. Je parle à peu près entre 20 et 40 personnes dans le milieu du foot quotidiennement. Parce que je fais ça, je dois te faire 60 ou 70 heures par semaine, parce que moi c'est mon boulot, mais ça m'amuse aussi. J'ai cette passion. J'ai cette passion de chercher à comprendre, etc. Donc ça me gêne pas de travailler autant. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, tu commences à avoir des idées, comment ça se passe ici, comment ça se passe là, parce que t'as entendu une histoire il y a un an, hop, on te la répète, machin, tu vois. Donc faut avoir un peu de mémoire aussi à ce niveau-là. Maintenant, comment je travaille à ce niveau-là? Je dis, il n'y a que 4 ou 5 personnes en qui je fais vraiment confiance. Tous les gens qui me contactent, je dis, ouf, le mec il va chercher à me baiser, soit pour me décrédibiliser, soit pour essayer de baiser un autre gars. Donc déjà, j'ai toujours cette pensée-là, en me disant que je suis pas infaillible et qu'un jour, je vais être instrumentalisé à mes fins et que je n'en étais pas au courant. Mais voilà, il faut toujours être très humble à ce niveau-là. Très 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 humble. Donc on va se tromper, c'est évident. Maintenant, quand j'annonce que Maxwell part fin juin, et j'en suis sûr, parce que là j'avais 4 personnes différentes, dont 3 qui se connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, j'en étais sûr de mon coup. Sûr de mon coup, c'était pas le téléphone arabe, là j'étais sûr de mon coup. Alors, pour ça, le PSG a fait son démenti, encore par RMC. On pourrait toujours se poser des questions sur ça, mais bon, c'est encore autre chose. Bah, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah bah tiens, merde, Maxwell vient de partir, merde. C'est étonnant. Parce qu'en fait, et c'est ça qui est étonnant de la crédibilité à tes sources, c'est le temps. C'est le temps. Moi j'ai un ami, il me dit 3 mois avant Fernand Mendy l'arrêt oral, il me dit Romain c'est réel. Il me dit arrête, réel. Bon moi je m'en fous parce que je fais pas de transfert. Et vu que je garde ma langue et que je fais pas de transfert, ça m'intéresse pas. Moi je m'intéresse au mécanisme. Parce que souvent les mecs vont plus te parler aussi. Parce qu'ils savent qu'il y a le risque que tu vas pas y balancer, etc. Et tout. Mais pour revenir à ce sujet-là, maintenant, quand je travaille sur les enquêtes, par exemple, je t'embrasse. L'an passé, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne en expliquant qu'il y a un club lituanien qui est qualifié en Europa League où on est plus ou moins proche de la traite de joueurs. On a fait un article dans le New York Times avec Tariq Panja à ce sujet-là, la FIFPro a réagi. Un an après, le club est officiellement mort. Vous vous rendez compte, les parents des joueurs devaient même payer l'eau des joueurs, il n'y avait plus rien, c'était les passeports confisqués, enfin bon. Donc, t'as bon. Je rappelle quand même que la Super Coupe de Tunisie qui devait être organisée par la société Oravi World, énoncée, société fantôme, etc., ils l'ont annulée. Hein. Ils ont annulé avec la société, ils ont dû le faire autrement. Donc en fait, c'est le temps qui va légitimer tout ça. Mais pour sortir par exemple ce truc d'Oravi, bon, bah, j'ai quelques accès, notamment des gens, la société, s'il est là, des gens au Qatar, parce que la société, soit ils ont au Qatar, etc. Donc c'est tu regroupes, parce que tout ce qui concerne les enquêtes et les investigations, par exemple sur le dossier tunisien, pourquoi je m'y suis mis à un moment donné? C'est pas comme on a pu lire, parce que j'aurais des intérêts ou je sais pas quoi, comme au Congo, j'en ai strictement rien à parler, parce qu'à part des emmerdes, ça m'apporte rien. Mais c'est qu'au bout d'un moment, tu ouvres les yeux. Alors tu sais que peut-être derrière il y a des gens qui vont profiter de cette situation-là parce que la nature a horreur du vide, donc si jamais il y a un changement, ce sera d'autres margoulins qui prendront la place, ça clairement. Mais ça n'empêche qu'actuellement tu as des margoulins, le championnat tunisien il est truqué à moitié. Il est truqué à moitié. Et le premier qui ose me dire l'inverse, je vais lui dire écoute c'est simple mon ami, j'ai interrogé entre 40 et 50 personnes, des joueurs, des internationaux, des anciens internationaux, des arbitres, des dirigeants de club, t'imagines même pas, des intermédiaires, tout le monde. Aujourd'hui, j'ai une vision globale du truc. Par contre, les mecs qui sont flippés, ils ont tellement peur qu'il y en a, c'était au début, ils m'ont contacté de manière anonyme, etc. Quand t'as 1, 2, 3, 5, 10, 15 personnes qui disent la même chose, j'ai même un dirigeant de club que je connais, il me dit, il me l'a fait 3 fois de suite pour 3 journées. Il me dit alors telle équipe va gagner, telle équipe va faire nul, telle équipe va perdre. À chaque fois, il a raison. Je dis oh, il se passe quoi là? Avec les arbitres. Mais ça, j'y reviendrai bientôt. Mais ça, c'est entre 40 et 50. Et ça a mis un temps infini parce qu'il faut que les gens te fassent confiance, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les trucs au long cours. Et en fait, ce que je voulais vous expliquer vis-à-vis des sources, c'est qu'ensuite ça a affaire au réseau. Comment se crée un réseau? Alors, j'y reviendrai un peu plus parce que voilà, je sais qu'il y a des gens qui aimeraient bien que je développe davantage sur le journalisme, comment je suis arrivé là, etc. Donc, chaque chose en son temps. Je terminerai avec un autre exemple sur la constitution du réseau et montrer qu'on ne peut pas tout connaître, loin de là, mais qu'on peut avoir quelques spécialités. Moi, c'est vrai que je travaille, vous avez vu, il y a beaucoup de sujets autour du Moyen-Orient. Je vais vous donner un cas très concret, l'Irak. L'Irak, dans mon premier livre, Geller Football Club, j'ai interrogé Claude Niakpa, qui a été le premier Français à jouer en Irak. J'ai même fait un papier dans France Football à son sujet, Bon baiser de Bagdad. Sachant que lui, il jouait à Halmena, qui est un club de Bassora, une des plus grandes villes du pays, la Venise du Moyen-Orient. Enfin bref, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce merveilleux pays qu'est l'Irak. Et donc on en parlait énormément. On avait même un projet autobiographique pour Claude sur son aventure en Irak. Il a été 1 an là-bas, ce qui est un parcours absolument dingue et fascinant. Bon, malheureusement, c'est jamais sorti. Je pense que ça sortira jamais et c'est triste.
Donc ensuite, moi j'ai commencé à m'informer sur le contexte irakien. Parce que le foot est forcément relié à d'autres aspects socio-culturels, politiques, géopolitiques. Ensuite, sur l'ensemble, qu'est-ce que le foot asiatique, qu'est-ce que le foot au Moyen-Orient? Donc forcément, quand tu parles avec des Iraniens comme Pacha Hadjian qui gère Golbezan, quand tu parles à des mecs en Syrie, quand tu parles au Liban, par exemple à Wissam Khalil, qui est l'ancien adjoint de la sélection qui travaille pour le club de la Sagesse, là il a changé de club d'ailleurs, Wissam il est parti en première division. Quand tu parles avec Théo Becker, l'ancien sélectionneur du Liban, au Liban je parle avec tellement de personnes. Je pourrais t'en dire, Philippe Paoli, qui était jeune à Lyon, qui était international ensuite libanais, des journalistes, Ramo Abidiab et tant d'autres. Bon, tu commences à avoir une vue globale, puis tu parles des autres sujets aux alentours, tu te poses des questions. Donc ensuite, sur l'Irak, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à ce sujet-là et j'ai contacté Ferhat Alani. Ferhat Alani, c'est un journaliste franco-irakien qui a écrit Le Parfum d'Irak, qui a été adapté en documentaire sur Arte. C'est un documentaire magnifique, c'est peut-être le plus beau documentaire que j'ai jamais vu. Je vous mets le lien en description, c'est absolument incroyable. Alors j'ai félicité Ferhat et d'ailleurs je lui envoie ce message de soutien pour son cher papa. Mes pensées. Et donc on a sympathisé, etc. Je l'avais écrit par Twitter. Et ensuite, bon, on a changé de numéro, on parlait. Et puis un jour, il m'a donné le contact de Jorvan Vieira, qui est le sélectionneur brésilien qui a permis à l'Irak de remporter la Coupe d'Asie en 2007. Une interview avec Jorvan Vieira, qui est un mec délicieux également. Qui ensuite, on a bien sympathisé, donc il m'a donné le contact de certains de ses joueurs qu'il a connus en Irak. Ensuite, moi j'ai contacté Hassan Moubarak, qui est un journaliste irakien basé à Londres, qui est pour moi excellent. Et ensuite de ça, j'ai réussi à avoir contacté l'Irak Pro Players, qui est en fait le syndicat des joueurs irakiens, qui est tenu par Youssef, que j'ai rencontré il y a 2 jours à Marbella parce qu'il était en vacances dans le coin et j'habite en Andalousie, donc forcément ça a aidé. Et voilà. Et là aujourd'hui, on travaille un petit peu, donc pareil, j'ai d'autres présentations, là même pas avec l'ancien ministre des Sports, on en a parlé, etc. Mais en fait, c'est un travail de longue haleine. Et là, tu vois, pareil, je suis en train d'apprendre quelques mots d'arabe, parce que si du jour au lendemain, je dois aller partir en reportage pour le New York Times ou CNN à Bagdad, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'ai quand même un minimum, que j'ai pas que l'anglais. Mais sauf que ça a pris beaucoup de temps pour étudier ce contexte-là. Donc voilà, c'était un peu vous expliquer aussi comment je bossais, les sources, ce genre de conneries. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche pour les notifications. C'est très important, je le répète. On se retrouve très vite pour les premières de Coupe d'Europe et plein d'autres choses. Un grand merci encore pour la personne qui se reconnaîtra, Khaled, pour m'avoir envoyé ce maillot. Et je vous dis à très bientôt.